La République de Platon, livre 7e, suite. L'arithmétique, la géométrie et toutes les sciences qui doivent servir de préparation à la dialectique seront donc enseignées à nos élèves dès l'enfance. Mais cet enseignement sera donné sous une forme exempte de contraintes. Pourquoi donc ? Parce que l'homme libre ne doit rien apprendre en esclave. En effet, que les exercices corporels soient pratiqués par contrainte, le corps ne s'en trouve pas plus mal. Mais les leçons qu'on fait entrer de force dans l'âme n'y demeurent point. C'est vrai. Ainsi donc, excellent homme, n'use pas de violence dans l'éducation des enfants, mais fais en sorte qu'ils s'instruisent en jouant. Tu pourras par là mieux discerner les dispositions naturelles de chacun. Ces propos sont raisonnables. Te souviens-tu, demandai-je, de ce que nous avons dit plus haut, qu'il fallait conduire les enfants à la guerre sur des chevaux, en spectateurs, et lorsqu'on le pourrait sans danger, les approcher de la mêlée et leur faire goûter le sang comme aux jeunes chiens ? Je m'en souviens, dit-il. Dans tous ces travaux, repris-je, ces études et ces alarmes, celui qui se montrera constamment le plus agile, tu le mettras dans un groupe à part. À quel âge ? Quand ils quitteront le cours obligatoire d'exercice gymnique. Car ce temps d'exercice, qui sera de 2 à 3 années, ne pourra être employé à autre chose, la fatigue et le sommeil étant ennemis de l'étude. D'ailleurs, l'une des épreuves, et non la moindre, consistera à observer comment chacun se comporte dans les exercices gymniques. Certainement, dit-il. Après ce temps, ceux que l'on aura choisis parmi les jeunes gens parvenus à leur 20e année obtiendront des distinctions plus honorables que les autres, et on leur présentera réunis ensemble les sciences qu'ils ont étudiées, sans ordre, dans leur enfance, afin qu'ils embrassent d'un coup d'œil les rapports de ces sciences entre elles et à la nature d'être. Seule en effet, dit-il, une telle connaissance se fixe solidement dans l'âme où elle entre. Elle offre aussi un excellent moyen de distinguer l'esprit propre à la dialectique de celui qui ne l'est pas. L'esprit synoptique est dialecticien, les autres ne le sont pas. Je suis de ton avis. C'est donc une chose qu'il te faudra examiner, repris-je, et ceux qui, avec les meilleures dispositions en ce sens, seront solides dans les sciences, solides à la guerre et dans les autres travaux prescrits par la loi, ceux-là, quand ils finiront leur 30e année, tu les tireras du nombre des jeunes gens, déjà choisis, pour leur accorder de plus grands honneurs et rechercher en les éprouvant par la dialectique quels sont ceux qui, sans l'aide des yeux, ni d'aucun autre sens, peuvent s'élever jusqu'à l'être même par la seule force de la vérité. Et c'est là une tâche qui réclame beaucoup d'attention, mon camarade. Pourquoi ? Demanda-t-il. Ne remarques-tu pas, répondis-je, le mal qui atteint la dialectique de nos jours et les progrès qu'il fait ? Quel mal ? Ceux qui s'y livrent, dis-je, sont pleins de désordre. C'est bien vrai. Mais crois-tu qu'il y ait là quelque chose de surprenant, et ne les excuses-tu pas ? Par où sont-ils excusables ? Ils sont dans le cas, expliquai-je, d'un enfant supposé qui, élevé au sein des richesses, dans une nombreuse et noble famille, au milieu d'une foule de flatteurs, s'apercevrait, étant devenu homme, qu'il n'est pas le fils de ceux qui se disent ses parents, sans pouvoir retrouver ses parents véritables. Peux-tu deviner les sentiments qu'il éprouverait à l'égard de ses flatteurs et de ses prétendus parents, avant qu'il eût connaissance de sa supposition et après qu'il en serait instruit ? Ou veux-tu écouter ma prédiction là-dessus ? Je veux bien, dit-il. Je prévois donc qu'il aura d'abord plus de respect pour son père et sa mère et ses parents supposés que pour ses flatteurs, qu'il les négligera moins s'il se retrouve dans le besoin et qu'il sera moins disposé à leur manquer en parole et en action, qu'il leur désobéira moins sur l'essentiel qu'à ses flatteurs aussi longtemps qu'il ignorera la vérité. C'est probable, dit-il. Mais quand il connaîtra la vérité, je prévois que son respect et ses attentions diminueront pour ses parents,
et augmenteront pour ses flatteurs, qu'il obéira à ces derniers bien mieux qu'auparavant, réglera sa conduite d'après leurs conseils, et vivra ouvertement en leur compagnie. Tandis que de son père et de ses parents supposés, il ne se souciera nullement, à moins qu'il ne soit d'un très bon naturel. Tout se passera comme tu dis, mais comment cette comparaison s'applique-t-elle à ceux qui se livrent à la dialectique ? Voici. Nous avons dès l'enfance des maximes sur la justice et l'honnêteté. Nous avons été formés par elles comme par des parents. Nous leur obéissons et nous les respectons. En effet. Or il y a, opposé à ces maximes, des pratiques séduisantes qui flattent notre âme et l'attirent à elles, mais ne persuadent pas les hommes, tant soit peu sages, lesquels honorent les maximes paternelles et leur obéissent. C'est vrai. Eh bien, qu'on vienne demander à un homme ainsi disposé, qu'est-ce que l'honnêteté ? Quand il aura répondu ce qu'il a appris du législateur, qu'on le refute à plusieurs reprises et de plusieurs manières, qu'on le réduise à penser que ce qu'il tient pour tel n'est pas plus honnête que déshonnête, qu'on en fasse autant pour le juste, le bon et tous les principes qui l'honorent le plus, après cela, comment, dis-moi, se comportera-t-il à leur égard, sous le rapport du respect et de la soumission ? Nécessairement, il ne les respectera ni ne leur obéira plus de la même manière. Mais, repris-je, quand il ne croira plus, comme auparavant, que ses principes soient dignes de respect et apparentés à son âme, sans avoir cependant découvert les vrais principes, se peut-il qu'il en vienne à un autre genre de vie que celui qui le flatte ? Non, cela ne se peut, répondit-il. On le verra donc, je pense, devenir rebelle aux lois, de soumis qu'il était, nécessairement. Dès lors, il n'y a rien que de naturel dans ce qui arrive aux personnes qui s'appliquent ainsi à la dialectique, et comme je le disais tout à l'heure, elles méritent qu'on leur pardonne. Et qu'on les plaigne, ajouta-t-il, afin de ne pas exposer à cette pitié tes hommes de 30 ans. Ne faut-il pas prendre toutes les précautions possibles avant de les appliquer à la dialectique ? Si, certes, dit-il. Or, n'est-ce pas une importante précaution de les empêcher de goûter à la dialectique tant qu'ils sont jeunes ? Tu as dû remarquer, je pense, que les adolescents, lorsqu'ils ont une fois goûté à la dialectique, en abusent et en font un jeu, qu'ils s'en servent pour contredire sans cesse, et qu'imitant ceux qui les réfutent, ils réfutent les autres à leur tour, et prennent plaisir, comme de jeunes chiens, à tirailler et à déchirer par le raisonnement tous ceux qui les approchent. Oui, ils y prennent un merveilleux plaisir. Après avoir maintes fois réfuté les autres, et été maintes fois réfutés eux-mêmes, ils en arrivent vite à ne plus rien croire du tout de ce qu'ils croyaient auparavant, et par là, eux-mêmes et la philosophie tout entière se trouvent discrédités dans l'opinion publique. Rien de plus vrai.